Ok, bonjour. C'est bien, c'est bien. Souriant et éveillé, c'est ce qu'on attend. Vous êtes réveillé, mais on va vous endormir. Alors, longtemps, le cinéma d'animation a été caractérisé par la diversité des matériaux et des techniques qu'il utilisait. La première question que l'on s'est posée alors était par quelle technique ce film a-t-il été fait? Aujourd'hui, cette question a du mal à trouver une réponse claire, car souvent, on peut parvenir à des résultats similaires par différents schémas. Jadis, Alexeïev inventait son outil d'écran d'épingle et la forme cinématographique qui allait avec. Piotr Dumalois faisait de même avec ses films gravés sur plaques en plâtre. Quant à McLaren, il ne serait pas excessif de le qualifier de Léonard de Vinci de l'animation. Pour lui, les défis techniques étaient en permanence une grande source d'inspiration. Toute cette attitude ont la clarté d'une démarche artisanale. Aujourd'hui, le traitement numérique provoque une hybridation des matériaux et des techniques, jetant un voile d'incertitude sur leur origine. On ne distingue plus avec certitude les modes de fabrication de ces images. On est en train de perdre leur traçabilité, le mot à la mode. Cela n'est pas sans importance. Voici quelques cas de figure parmi d'autres. On voit l'image de Ryan 2005 de Chris Landreth. Alors, est-ce que c'est une photographie manipulée ou des images de synthèse? Bien entendu, on sait parmi nous, etc., mais on doute quand même. L'image de Azur et Asmar, Michel Oslo, 2006. Alors, où s'arrête le dessin et où commence la modélisation 3D? Madame Tutli-Putli, vous connaissez, 2008, de Masiek, etc. Je vous laisse prononcer, et Chris Levis. Alors, vous observez combien ils sont vivants, les yeux de cette marionnette. Metropia, 2009, de Tariq Saleh. Alors, est-ce que c'est photographie? Est-ce que c'est une caricature en 3D? Oui, oui, oui. On va voir un petit film, un extrait, motion capture, c'était une publicité de Channels, un logiciel. On l'a choisi exprès pour le matin, cet extrait. Alors, le mouvement de cette voiture, elle est vraiment très anthropomorphe. Bien sûr, on sait comment il a été fait. Certains savent comment il a été fait, certains non. L'ambiguïté, elle est là. On peut voir un autre film. The dry cloth and buff the table. I always have gloves that I wear when I clean. Now, gloves like these are obviously heavier duty. They're going to last you for 20, 30, 40 different cleans because they don't break, they don't tear. These are latex gloves. You can get a pair of these for a couple dollars at any of your local grocery store. They usually come in yellow or white. Alors, c'était un extrait du film de Lottie Bauer, 2010, I Can See the Dust. Et on ressent le naturalisme, bien entendu, derrière ces formes, bien que très, très minimalistes. Aujourd'hui, on peut faire des peintures
comme celle que vous voyez avec un smartphone, et qui ne sont que des photos traitées par des algorithmes. Mais alors, si mon smartphone fait des peintures aussi bien que moi, est-ce que le faire à la main a toujours le même sens? Quelles sont les conséquences de toutes ces manipulations numériques? Essayons d'y voir plus clair. Schwankmajer disait que la mémoire des matériaux est bien plus grande que celle des humains. L'Enlai auparavant, on va vous donner la bibliographie tout à l'heure, à la fin. L'Enlai auparavant écrivait que l'histoire d'une forme est les mouvements, les processus de sa création. En effet, les matériaux vieillissent et témoignent de l'histoire de leur vie. Un objet de fer qui rouille, une planche qui s'incurve, un mur qui se fissure, etc. Ce processus est analogue à celui de notre vie. Et cette similitude, nous la verrons, provoque en nous des réactions émotionnelles. Les matériaux parlent, mais aussi imposent leurs limites. Ils résistent à celui qui les aborde. Sculpté dans le marbre, un cheval dressé sur les pattes arrière serait trop imprudent. Le bronze, dans ce cas, est plus approprié. Entre les créateurs et les matériaux, il y a une lutte qui s'engage sur celui qui va dompter l'autre. Et cette lutte est aussi source d'émotion. Il arrive même que certains matériaux sont tellement forts qu'ils l'emportent et signent l'œuvre avant l'artiste. On a beaucoup parlé de la froideur des images de synthèse, les rendus lisses, notamment du début de ces images, est un exemple typique d'une signature. Un autre exemple est la simplification des échelles et le grossissement des proportions que l'on observe dans les marionnettes artisanales. Alors, vieillir, lutter, signer, nous constatons qu'à travers toutes ces analogies, les matériaux nous parlent dans un langage métaphorique. Ils nous racontent en effet notre propre histoire. Ici, il est important de faire une distinction entre matériaux naturels, glaise, bois, marbre, etc., et matériaux artificiels, logiciels, algorithmes, matériaux de synthèse, etc. Entre les bois qui continuent de vieillir et de se fissurer, les bois agglomérés, ou la photo du bois sur les formica produits industriellement, la perte du récit de la vie est importante. La perte du récit de la vie. Force est de constater que, contrairement à l'artisanat, l'industrialisation rend la matière amnésique. C'est le témoignage du matériau, la traçabilité qu'on a évoquée tout à l'heure de sa vie qui disparaît. Bien entendu, tous les matériaux conditionnent à des degrés différents les créations que l'on fait avec. Tous les matériaux imposent leur signature. Mais une différence fondamentale se fait sentir puisque la qualité émotionnelle n'est pas la même quand l'objet actuel, auquel je me projette porte la signature de la nature ou la signature forcément idéologique d'un processus industriel et de ses concepteurs. Mais on y reviendra. Alors, qu'est-ce que nous disent les techniques? Alexeïev, merci Jean-Baptiste, c'est une citation, notait jadis qu'il y a une relation entre les procédés et la façon de créer d'un individu. Et qui veut bien s'exprimer et penser à sa façon, se doit de trouver des techniques personnelles.
les techniques artisanales de la taille du silex jusqu'à l'édification des cathédrales témoignent du génie humain à travers l'ouvrage, à travers l'outil qui prolonge la main. Elles témoignent de l'esprit qui les a inventés, de la performance, du dépassement des limites humaines par un tour de force. Cette réussite provoque satisfaction, admiration, plaisir, confiance en soi. Son exemple réconforte notre instinct de survie de la peur de notre propre disparition. Comme les matériaux, les techniques nous parlent de notre propre vie dans un langage métaphorique. Mais, comme pour les matériaux, est-ce qu'on va vite? Ça va? Mais comme pour les matériaux, nous devrons faire ici une distinction entre technique artisanale et technique industrielle. Là où le bâtisseur de cathédrale reconnaît la pierre qu'il a taillée, dans les techniques industrielles, le travail individuel fusionne et disparaît au sein du collectif. On parle dans ce cas d'aliénation. L'individualité disparaît dans la masse. Qui a dit ça? C'est Marx, hein? Enfin, à peu près, pas en ces termes. Et la métaphore qui représente la technique artisanale est ainsi déstabilisée. L'impact émotionnel, tant pour le créateur que le spectateur, est différent. Voyons un autre exemple. Une simple ligne de la taille d'un homme, tracée parfaitement droite d'une main virtuose, imaginez, est admirable par la performance qu'elle représente. La même ligne, tracée automatiquement par un procédé technologique, même 10 fois plus grande, tombe dans la banalité, son impact émotionnel change radicalement. On ne distingue plus le travail d'un individu, on n'a plus cette mesure de l'action humaine qui nous est familière. À partir du moment où l'on perd cette mesure, notre réaction émotionnelle change. Cette rupture et aliénation provoquent insensibilité et indifférence. Vaincus par la technique, nous voyons apparaître parfois une réaction diamétralement opposée, la sublimation, l'adoration de quelque chose qui nous dépasse, accompagné d'un sentiment d'infériorité et de soumission. On pourra peut-être tout à l'heure évoquer des exemples dans le débat. Mais, effectivement, adorer la nature est une chose, adorer Microsoft, Adobe ou le génie de l'algorithme de Google en est une autre. Et puisqu'on est dans une abbaye, on peut citer la Bible. Alors, comme le disait l'Évangile selon Matthieu, l'homme ne vit pas seulement de pain. Il se nourrit en effet de métaphores. Alors, vous pouvez lire la citation en haut. Quelqu'un sait la lire? OK, vas-y. Zisete anthropos. Très bien, merci. Alors, comme l'industrialisation jadis face à l'artisanat, la manipulation numérique généralisée d'aujourd'hui est en train de modifier ces métaphores. Walter Benjamin avait bien repéré jadis la perte de l'aura. C'est un concept que
vous connaissez certainement. L'importance donc des métaphores. Nous le voyons, les matériaux et les techniques ont un impact sur nous, pas seulement pour des raisons pratiques, mais parce qu'ils nous parlent de notre vie par analogie. En effet, les conditions de la gravité terrestre, parmi d'autres facteurs universels, donnent son sens ascendant à la verticalité des cathédrales, où la dynamique et l'instabilité des lignes diagonales qui trouvent le repos dans l'horizontalité. Tant empiriquement que scientifiquement, des rapports entre matière, forme, mouvement et même l'ouïe et le goût sont aujourd'hui établis. Alors, Wolfgang Köhler, je ne sais pas si je prononce correctement, de la Gestalt psychologie, psychologie de la forme, démontrait en 1929 que l'on associe spontanément une forme en courbe, appelée l'appellation maluma, plutôt que taqueté, laquelle on l'associe à une forme pointue. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Est-ce que quelqu'un voudrait appeler maluma la forme à droite? Qui ose lever sa main? OK. De la même façon, on associe pour le goût l'acidité de canneberge, cranberries, avec taqueté, et l'onctuosité du camembert avec maluma, où l'on associe des formes, associe forme et sonorité, large forme et sonorité grave, étroite et aiguë, comme l'ont démontré des recherches plus récentes de Charles Spence et Cesare Parise, Vittorio Galles et David Friedberg ont démontré à leur tour, à travers des expériences avec des peintures de Pollock et Fontana, que chaque trace est associée dans notre cerveau aux actions qui l'ont provoquée. Ces analogies ont du sens et ce sont les ressemblances qui nous servent à saisir et intégrer le monde. En comparant, on transfère des qualités, on associe des idées et des formes. Ces transferts qui préoccupent la psychanalyse, ces déplacements n'est autre que la métaphore de la littérature. Dans le monde animal, on apprend aussi en imitant. La première fois que j'ai imité quelque chose, c'est quand j'ai dit « maman », disait Godard. Le mimétisme, ou l'association réflexe, celle des chiens de Pavlov, est une fonction primordiale dans la nature. On sait aujourd'hui pourquoi. Notre cerveau traite dans les mêmes endroits les informations d'une action que l'on fait ou que l'on voit faire ou encore que l'on pense à faire. Ce sont les fameux neurones miroirs, les responsables de ces rapprochements. C'est de cette manière que je sens de l'empathie, et je pleure, face au malheur d'un personnage à l'écran. Le grand homme de théâtre, Jacques Lecoq, notait l'existence d'un fond poétique universel, ou commun. De Kandinsky pour la peinture à Olivier Messiaen pour la musique, nous avons des associations synesthésiques
entre forme, couleur et son. Moins connu comparativement le travail de Marcel Jousse, établit un rapport entre les langages et les sens véhiculés par les mouvements. Nous pouvons voir deux applications dans le prolongement de ces idées. La première vient de l'enseignement de théâtre de Jacques Lecoq et concerne traduction des mots en gestes, mouvements. C'est un extrait relativement long. On peut le voir. On va prendre comme base de départ les mots de la nourriture, hein, qui en France est assez fort. Hein. C'est intéressant de voir aussi que dans différentes langues, on distribue la nourriture autrement. Hein. Si je dis par exemple beurre, du beurre, c'est pas la même chose que de dire butter. Hein? Le beurre anglais est en paquet déjà. Tandis que le nôtre, il est en motte. Hein? C'est pas pareil. Alors, on va travailler sur ce mot-là d'abord. Alors, vous vous mettez autour avec de la distance. Je suis au milieu, moi. Vous pouvez aller là. Du beurre. Ce qui est dit et ce que je fais, c'est pareil. Allez-y ensemble. Du beurre. Du pâté. Du pâté. Ce qui est dit est dit. De la viande. De la viande. Et de la purée. Allez, de la viande et de la purée. Voilà. Un moustique qui pique. 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 Une même chose est nommée différemment par certaines langues. Hein? Alors on va le voir plus spécialement avec les verbes. Alors si vous voulez, on va prendre le verbe prendre. Et on va dire, pour lancer le mouvement, je prends. Voilà ce qu'on dit en français, je prends. En anglais, comment dit-on? I take. En espagnol, comment dit-on? Yoko. Yoko. Cojo. Yoko. Cojo. Yo, cojo. Mais oui, elle fait le geste déjà. Hein? On va former des petits groupes. Alors, les Anglais, ensemble, avec des différences entre l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis. Hein? Les Anglais ensemble. Yo cojo. Yo cojo. Oui, je le prends, je l'amène. Dans une école où il y a beaucoup de nations différentes, quand les gens réagissent ensemble à une notion de justesse, c'est très important. Quelle que soit la culture, quels que soient les âges, ils sont réunis par quelque chose de commun. Donc, au fond de chacun, on ressemble aux autres, on s'assemble avec les autres. Ah, et la phrase qui a été coupée, qui est importante, il disait on s'assemble aux autres dans un fond poétique commun. C'était la phrase clé que la technologie nous a privée. Ça marchait hier. C'est vrai. Alors, le deuxième exemple vient de l'enseignement de l'anglais par Jean-Rémy Lapère à l'Université de Toulouse. Should montre la bonne direction à prendre. Et comme c'est le bon sens qui parle, inutile de pousser trop fort. Must met la pression. Tu hésites? You must come to my party. Tu refuses? You must go to bed. Une vraie bataille. Mustn't retient d'agir. You mustn't do that.
c'est comme une main qui te prend par le col et t'éloigne de l'action. Enfin, avec have to, t'es tenu d'agir. Menant au point, t'as pas d'autre choix. C'est la vie et c'est comme ça. You have to work. Sorry, I have to go home. So you have to hear us. Alors, en créant des rapports métaphoriques entre deux éléments dans la littérature, on crée des liaisons, on s'ouvre à ces fonds poétiques universels que Microsoft a censurés. La phrase qui finissait la vidéo de Jacques Lecoq. Et l'activité de transposition métaphorique est source de plaisir pour le lecteur ou spectateur qui est invité à participer à la création. Le résultat ne lui est pas donné tout près, on lui a préservé une place pour l'invention. Pour comprendre, il faut qu'il interprète la métaphore. La métaphorisation, le va-et-vient entre imagination et réalité, est donc une fonction vitale. Les métaphores sont des prolongements des processus mimétiques. Nous pouvons avancer qu'entre la ressemblance, les actions mimétiques, les analogies, les métaphores, mais aussi les résonances harmoniques de la musique. Il existe un sens commun. Dieu même, semble-t-il, a créé l'homme à son image, à moins que ce fût le contraire. Alors, pour récapituler, après l'examen du rôle des matériaux et des techniques dans notre univers métaphorique, nous constatons que la manipulation numérique d'aujourd'hui contribue à effacer les traces du processus de la création, à semer les doutes sur l'origine des matériaux animés. Aujourd'hui, l'hybridation par le traitement numérique des images se généralise, avec la même conséquence que celle de l'industrialisation. Par l'effacement des origines qu'il provoque, le traitement numérique rend également les matériaux amnésiques. En vectorisant une ligne, l'algorithme supprime le tremblement de la main, son incertitude, son frottement avec la surface rugueuse du papier. En nous offrant une ligne épurée, le logiciel nous prive d'une source d'émotion. Cette perfection va de pair avec une aliénation. Le tour de force admirable et émouvant de l'artisan qui sort vainqueur domptant son matériau est remplacé progressivement par un effet d'origine non identifiable. Cela bouleverse nos repères car l'original face à la copie et l'unique face aux multiples correspondent, nous le savons, à des niveaux différents dans la hiérarchie de nos valeurs. Du moment où je constate que mon admirable aquarelle que vous voyez ici n'est qu'un automatisme plutôt que le résultat unique d'un effort humain, ma déception initiale se transforme en indifférence. Car c'est l'homme et son effort de se dépasser, la transcendance, qui est la référence de nos émotions esthétiques. Voici un autre exemple. Une dimension d'1 milliard d'années-lumière et 500 milliards d'années-lumière, mais sont esthétiquement, émotionnellement similaires. Tandis qu'un mur de 2 mètres devant moi, comparé à la hauteur d'une cathédrale, implique une différence émotionnelle significative. Comme nous l'avons évoqué,
un écartement de la mesure qui représente l'homme a tendance à provoquer soit banalisation et indifférence, soit une sublimation, une admiration mélangée de craintes quasi métaphysiques. Comment l'algorithme de Google parvient-il à ces résultats à une telle vitesse? Je ne sais pas comment. Et cette exclusion du savoir me rend vulnérable, car la seule place qui m'est réservée est celle d'un admirateur. Si l'on veut prolonger cette réflexion, peut-être vous pouvez le faire tout à l'heure, nous pouvons noter ici que la soumission des fidèles, dans l'attitude religieuse par exemple, est en train de se remplacer par des systèmes de fans. La croyance se remplace par l'addiction, dans l'industrie du jeu vidéo notamment. Mais ceci est encore un autre débat. Alors, réflexion de synthèse. La question qui surgit alors est la suivante. Est-ce qu'avec cette généralisation de la manipulation numérique, c'est notre sujet d'aujourd'hui, et la perte des repères matériels qu'elle provoque, est-ce que nous assistons à une catastrophe? Pour y voir plus clair, je voudrais associer sur cette manipulation numérique des images deux autres activités significatives d'aujourd'hui. C'est une petite parenthèse qu'on va faire. La généralisation du tatouage et les imprimantes 3D. Alors, quel rapport? On verra. La pratique de tatouer son corps est devenue un phénomène très répandu. En le faisant, on décide de porter à vie les mêmes bijoux dans certains cas, mais dans d'autres, ce qui est peut-être plus significatif, de porter à vie une annotation, un griffonnage même, sans ambition esthétique. On peut taguer son corps comme n'importe quelle surface. On peut y inscrire des repères comme dans un carnet de bord. Force est de constater qu'au moment où la technologie est sublimée, l'objet emblématique de la matérialité, notre propre corps, est en train de se désacraliser, de perdre sa position de référence. L'autre activité qui se développe rapidement aujourd'hui est l'utilisation des imprimantes 3D, lesquelles peuvent imprimer des objets à partir de modèles virtuels, des pizzas comestibles aux tissus humains et aux grandes pièces d'architecture comme une maison ou un pont. Même Obama, il avait fait la promotion de cette technologie qui évolue de jour en jour. Mais pour être utilisée par l'imprimante, la matière doit être liquéfiée, perdre son apparence d'origine, s'homogénéiser, renonçant ainsi à sa mémoire, à sa traçabilité en effet. Lors de l'exposition Les Immatériaux, qui a été organisée au Centre Pompidou en 1985, le philosophe Jean-François Lyotard avait déjà introduit la problématique de la dématérialisation avec une série de questions, se gardant à ce moment-là d'avancer des réponses. Rappelons notre question. Est-ce que cet effacement de la mémoire qui conservait jusqu'alors la matière correspond à un désastre sans précédent? Un effacement qui se décline, dans le cas de l'animation,
par la confusion des origines des matériaux et des techniques provoquée par l'hybridation numérique. Pour voir plus clair, nous pouvons aller chercher une situation équivalente dans le passé très très lointain au moment de l'invention de l'écriture. Nous pouvons observer qu'un processus long mais d'évolution radicale a eu lieu dans les grottes préhistoriques. À force d'être copiées et recopiées dans les objets du quotidien, les figures peintes des animaux se sont simplifiées. De la peinture à contempler, ou peut-être avec des fonctions magiques, etc., on est passé au pictogramme par le biais de la banalisation. La conséquence de cette évolution est que l'on ne prête plus d'attention à la forme des signes, mais à leur nouveau sens. On ne pense plus à la tête du bovin à l'origine d'Aleph en écrivant la lettre A. On ne cherche plus l'émotion par la forme de la peinture devenue pictogramme et ensuite lettre, mais on se contente du sens qu'il véhicule dans la construction d'un mot. En s'affranchissant de leur origine, des pictogrammes sont devenus des outils pour l'écriture et l'expression par la littérature. Toute proportion gardée, bien entendu, la manipulation numérique généralisée et l'effacement de la traçabilité qu'elle provoque ne devraient pas constituer une catastrophe, mais probablement le franchissement d'un palier qualitatif, comme l'eau qui devient vapeur. Pas besoin de passer par l'émotion de la peinture de Lascaux pour apprécier Proust. Il s'agit d'autre chose. À mon avis, s'il y a une crise d'ancrage à la réalité matérielle, il s'agit de la crise de certaines formes de cet ancrage, mais pas du principe lui-même. Si de la peinture on passe à la littérature, dans les deux cas, il s'agit de mondes métaphoriques. C'est une forme de représentation qui est en jeu, pas le principe de la représentation lui-même. Appliqué aux arts plastiques, ce détachement de la matière a donné l'art conceptuel. Appliqué au cinéma, il se traduit par un détachement de la représentation en trompe-l'œil. On peut revenir là-dessus si vous voulez. Or, dans ces cas, le cinéma d'animation se trouve déjà détaché de ce mode de représentation. Dès sa définition même, le cinéma d'animation, soit par l'image, soit par le mouvement, témoigne de sa nature d'artefact. Contrairement à l'autre, entre guillemets, cinéma, qui cherche à passer pour une copie moulée sur la réalité. En poussant ce syllogisme plus loin, nous pouvons risquer la conclusion que la matière première du cinéma d'animation semble plus proche de celle de la littérature qu'à une copie en trompe-l'œil de la réalité à la manière du cinéma. Car si le cinéma emprunte des images de la réalité pour les transposer en métaphore, le cinéma d'animation part de notre intérieur, des images mentales, directement pour fabriquer ces métaphores. Il s'agit donc d'une écriture déjà subjective. Comme dans la littérature, le cinéma d'animation aborde toujours la réalité avec un filtre subjectif qui ne cherche pas à dissimuler. Est-ce que vous êtes fatigué? On n'a pas encore très longtemps et après, à la fin, il y a des exemples, hein? Donc patientez un tout petit peu, tenez bon. Alors,
Longtemps, on a traité le cinéma d'animation comme un cinéma pour enfants. Aujourd'hui, on a peut-être les indices d'une revanche. L'attachement au trompe-l'œil cinématographique pour exprimer métaphoriquement nos émotions n'est-il pas en train de se déstabiliser? Certes, sa force est toujours puissante, mais quand la matérialité même de notre propre corps se relativise, prothèses, tatouages, etc., l'image de ce corps restera-t-elle indemne? En effet, comme le remarquait Michotte, ce que nous considérons comme moi est un processus, ce n'est pas un objet. Le corps est mien, disait-il. Tandis que les activités vécues forment le moi. Ce que je suis, ce sont plutôt mes pensées, mes actions, mon histoire. Ces activités se localisent dans mon corps, mais elles ne lui appartiennent pas. Il me semble que le cinéma d'animation, avec la spontanéité d'un enfant et la maturité d'un adulte, a bien saisi cette différence en s'écartant de l'obsession des apparences du trompe-l'œil cinématographique. Je me demande même si un jour on ne trouvera pas que cette obsession à l'illusion du trompe-l'œil n'a pas quelque chose de la naïveté enfantine. C'est ça la revanche que je vous évoquais. Comparativement au cinéma en prise de vue réelle, l'animation est infiniment plus riche en matériaux et techniques. Là où le cinéma s'accroche sur le trompe-l'œil, le cinéma d'animation fait feu de tout bois. Mais cette prolifération a un prix à payer. Du fait de l'abondance des moyens, on reste souvent à la surface. Ébloui par les effets techniques, on néglige la dramaturgie appropriée. C'est la maladie enfantine du cinéma d'animation. Ici, je paraphrase Lénine. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, c'est un livre sur le gauchisme. Le titre, c'est Le gauchisme, la maladie enfantine du communisme, si je ne me trompe pas. Voilà, mais en tout cas, ça colle bien dans notre cas. On reste encore dans l'émerveillement devant les volutes de fumée des premiers films des Frères Lumière. On peut citer Fast Film de Virgil Wildrich comme un exemple typique, mais aussi, et toute proportion gardée, Les Voisins de McLaren, qui a une dramaturgie rudimentaire, pour ne citer que des œuvres importantes et bien connues. Puisque maintenant, les manipulations numériques et les hybridations qui provoquent, ne représentent probablement pas un danger, mais une ouverture vers un nouveau monde métaphorique, comment l'animation pourrait se préparer pour passer ce cap vers une grande littérature audiovisuelle? Cette réflexion n'a pas encore été faite. Essayons donc de réfléchir collectivement. C'est ça le défi qu'on vous lance aujourd'hui. On choisit souvent un style graphique ou un style de mouvement et on les applique à tout sujet. Ne devrait-on chercher plutôt à inventer une autre forme de mouvement et un univers graphique particulier pour chaque sujet traité? Pourquoi cette négligence, entre guillemets, de l'énorme potentiel d'expression chorégraphique qui nous offre le cinéma d'animation? Si la littérature
a développé de nombreux procédés comme la métonymie, la litote, le pléonasme, la contrepétrie, la glossolalie, les mots-valises et d'autres macaronismes. Est-ce qu'il y a des figures équivalentes développées par l'animation? Des figures capables d'aller au-delà des manipulations numériques? Des figures qu'à l'instar des procédés littéraires ne peuvent s'épanouir qu'à travers le cinéma d'animation? On va montrer quelques exemples. Et le premier, vous l'avez déjà vu hier, mais c'est quelque chose, c'est un extrait que j'aime beaucoup. Donc ça vient de la rue de Caroline Leaf, 1976 ou 17 plutôt. Donc on va voir un petit extrait. Before I left for school, my mother insisted that I go in and kiss my grandmother goodbye. Boyo, boyo was the only sound my grandmother could make. I wondered if she knew I was waiting for her. Vous avez vu la main du garçon qui cherche à se retirer, passe de gauche à droite. Une expression qui est impossible par un autre médium qui exprime effectivement cette contrariété du garçon de manière unique. On va voir un autre extrait de Andrei Svitlovski de Igor Kovalyov, 1992. Pareillement, ici, c'est l'objet, le papier que vous avez vu, qui va vers la main plutôt que le contraire. On illustre la pensée du personnage plutôt que l'on observe son action. On va avoir encore un autre exemple qui vient du cartoon, qu'on peut le trouver, c'est un gars qu'on trouve plusieurs fois. Ici, c'est Chuck Jones. And I think it's that kind of respect for gravity, respect for Isaac Newton, that really makes them even funnier. The idea of looking up and waving, if you had time, you'd do it. Give yourself dignity at least. Vous avez observé les moments où il reste suspendu en l'air. C'est-à-dire, on tombe quand on prend conscience que l'on marche dans le vide, mais pas avant. Effectivement, ça, on ne peut pas le faire au cinéma en prise de vue réelle, par la manipulation certainement. On va voir un autre exemple de Un jour de Marie Pacou, 1998. Un jour, un homme est entré dans mon ventre. Le lendemain, comme il n'était pas parti, je compris qu'il faudrait que je m'habitue à lui. Ce ne fut pas facile. Ici, on a la création d'une figure emblématique, une nouvelle métaphore ou symbole au sens multiple. Bien entendu, c'est la pénétration, c'est l'enfantement, c'est plein de choses. On va voir un autre exemple d'un film que vous n'avez certainement pas vu parce que ça n'a pas beaucoup circulé, à tort. C'est un film Weir de Timo Katz de 2006.
C'était un petit extrait. Il y a des avant et après une continuité. Ici, nous avons la figuration d'un concept, ou plutôt percept, au sens philosophique du terme. C'est la notion abstraite de la maison préfabriquée et bon marché, plutôt que la figuration de maison concrète. On va voir un autre exemple d'un film de Vasco, de Sébastien Lodenbach, la même approche qu'il a utilisée dans son long métrage La jeune fille sans main. Comme dans Blinkety Blank de McLaren, qu'on ne vous montre pas parce que c'est très connu, ici, c'est le spectateur qui complète les phases visibles. Ça devient un moyen expressif particulier. Enfin, voici un autre film qui invente son mouvement en adéquation avec son graphisme, même si la dramaturgie reste rudimentaire. On ne va pas voir la dramaturgie parce qu'on voit un extrait, mais je trouve que c'est une adéquation entre graphisme et mouvement. C'est quelque chose qui est assez rare finalement, et c'est peut-être intéressant de réfléchir là-dessus. C'est un film qui s'appelle Chic, de Michal Socha. Bon, voilà. Donc on peut, bon, bien sûr, s'arrêter là pour les exemples et puis un peu la réflexion que Georges et moi-même avons eu autour de ce thème, surtout Georges d'ailleurs, même si on l'a fait à quatre mains. Mais donc voilà, donc, on voulait donc transposer donc cette réflexion à la salle et donc bien sûr vous solliciter.
C'est pas une charge contre le numérique, hein, c'est pas ça. J'espère que vous l'avez pas compris comme ça. C'est bien une interrogation sur la création et en général. Donc, est-ce que vous pensez, vous, à d'autres exemples exclusifs comme ça dans l'animation? Est-ce que vous avez un avis particulier donc, sur les conséquences? Il y a M. Vimnet à droite qui souhaite intervenir. Enfin, voilà. Et juste une précision. J'aimerais bien qu'on évite, enfin pourquoi pas, mais qu'on évite de me poser des questions et d'avoir à répondre. Ici dans la salle, il y a beaucoup de gens qui sauront répondre mieux que moi. Donc essayons de partager cette discussion. Moi, je m'éclipse. Non, bah, c'est facile ça. Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, j'imaginais pas de te poser de questions. Je trouve que la réflexion que vous avez eue à quatre mains est tout à fait intéressante. Elle ouvre un champ de réflexion immense auquel il est difficile d'ailleurs de réagir immédiatement, comme ça, spontanément. C'est fait exprès. Mais, bah oui, on voit le piège tout de suite. Mais enfin, bon, il y a plusieurs petites remarques. Je les ferai peut-être pas toutes d'ailleurs d'un seul coup parce que ça va être trop long. Mais qui me sont venues au fur et à mesure que je t'écoutais, Georges. La première, c'est par rapport à ce que tu as dit sur le basculement, le passage de la matière à la standardisation, disons, des matériaux et à l'irruption de l'image de synthèse. Je crois que ça ouvre une possibilité de réflexion sur l'historiographie de ce processus. Et qu'il faudrait se souvenir qu'il y a eu un débat en 1975 qui, de mon point de vue, est la première pierre de touche de cette réflexion. C'est le débat que le jury du Festival d'Annecy avait eu autour du film Le Pas de Piotr Kamler. Vous savez peut-être, enfin pour ceux qui ne le savent pas, je vais le rappeler, qu'il y a eu un débat au sein du jury du Festival d'Annecy à ce moment-là, parce que la question qui se posait, c'était que la perfection de l'image était telle qu'une partie du jury pensait que le film avait été réalisé en image de synthèse, ce dont on parlait assez peu à l'époque, puisque l'image de synthèse était simplement en état, disons, fœtal d'irruption, et que personne ne connaissait exactement ce que ça recouvrait au niveau du processus de fabrication. Et ça a été un débat tout à fait rétrospectivement passionnant, puisque en réalité, il s'agissait d'un film tout à fait manuel, dont tous les éléments avaient été découpés par les petites mains de l'équipe de Piotr Kamler. Ouais, j'en sais quelque chose, puisque ma frangine faisait partie de ces petites mains et qu'elle en a eu mal aux mains. Donc voilà, bon, c'est un premier exemple. Deuxième exemple de cette historiographie, je pense que dans la foulée, il faudrait aussi se souvenir qu'il y a eu, quelque temps après, dans les années 80, le forum Imagina, au cours duquel notamment quelqu'un comme Philippe Keogh a posé beaucoup de questions sur cette question du mimétisme, hein, au point qu'il a publié d'ailleurs autour du mimétisme. Voilà, pour le moment, je m'en tiendrai là, mais je reviendrai après sur un autre élément qui me tient à cœur, parce qu'il y a un aspect, évidemment, que vous n'avez pas abordé, mais bon, on ne peut pas tout aborder, mais moi, j'y reviendrai peut-être après. C'est l'implication que ça a aussi pour ceux qui écrivent sur le cinéma d'animation. C'est-à-dire que le processus, Georges, que tu as décrit d'amnésie en particulier, m'interroge beaucoup, parce que je pense qu'au niveau du travail d'écriture sur l'animation, nous sommes confrontés exactement à cette question-là. C'est-à-dire que nous avons affaire très souvent, de plus en plus, à une écriture qui est standardisée, en conformité au modèle qui est présenté, et qui fait preuve de beaucoup d'amnésie par rapport à l'histoire de ces formes et de ce cinéma. Est-ce qu'il y a une autre... Oui. Ah.
je vais faire deux remarques de la même façon que mon prédécesseur, donc Virginie Guillemino, fait spécial. Je voudrais citer deux personnes importantes dans mon parcours. Et la première, c'est Edmond Couchot, qui est directeur de recherche et un des fondateurs d'Art et Technologie de l'Image à Paris 8, qui a dirigé ma thèse et qui disait de l'image de synthèse qu'à la différence de tous les autres modes de création précédents, était basé sur le langage, donc le langage informatique, le langage algorithmique. C'était un langage et qui était écrit, donc qui est proche de la littérature finalement, qui permet d'écrire des logiciels qui vont générer des images. Et lorsqu'il m'a accompagné dans mon travail de doctorat, la question n'était plus de la représentation, mais de la simulation. Le procédé des logiciels d'animation 3D repose sur une logique de simulation de la réalité. Et les fondateurs d'ATI rappelaient que lorsqu'ils ont créé cette formation géniale, c'était pour apprendre à des artistes à créer leur propre outil informatique et à des informaticiens à découvrir la création, parce que les outils de l'époque, fin des années 70, qui faisaient de la 3D, étaient conçus soit pour les simulateurs de vol pour l'armée, soit pour concevoir des voitures pour les chaînes industrielles. Donc c'était toute cette réflexion-là sur ça n'est pas de la représentation ou de l'enregistrement de la réalité comme au cinéma ou la photo, mais de la simulation qui repose sur des principes optiques, mathématiques, etc. Et la deuxième personne importante dans mon parcours, c'est la rencontre avec Michel Oslo, qui, moi je suis entrée dans le monde de l'animation par la synthèse 3D et avec ces pionniers de Paris 8. Et quand je rencontre Michel Oslo, je me rends compte je suis ravie qu'il se penche sur le berceau de l'image de synthèse et il s'empare de la 3D, mais comme si c'était une paire de ciseaux, comme si c'était un crayon. C'est simplement un outil de plus. Et j'ai commencé à travailler avec lui sur Azure et Asmar. Et ça s'est fondu dans son univers et il a utilisé l'ordinateur comme un autre outil. Et ce n'est pas Microsoft, ce n'est pas les logiciels qui font les images, ce sont les humains, artistes et techniciens. Oui, moi je suis à 300% d'accord avec vous là-dessus. Et justement, c'est ce qui était d'ailleurs évoqué comme dans cette réflexion-là, c'est l'outil numérique où les nouvelles technologies en général sont un nouveau mode d'expression, ça personne ne le conteste, sauf qu'il y a un travers là-dessus, c'est qu'effectivement, il ne faut pas non plus que la machine domine. Quand Georges parlait de signature tout à l'heure, il ne faut pas que la machine domine non plus la création. Et je trouve, moi, le pari d'Oslo, en fait, quand j'ai vu, moi, Azure à Asmar la première fois, j'ai déjà eu très peur. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner avant la projection. Ensuite, quand j'ai vu les premiers plans du film, je me suis dit, oulala, où on s'embarque. J'étais assez pessimiste. Et après, j'ai été totalement conquis. Parce que j'ai vu, au bout de quelques minutes, pas tout de suite, mais en quelques minutes, je me suis dit, ok, d'accord, il ne s'est pas fait avoir. Et ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en fait, il a retourné, ou il a détourné, en fait, l'outil. C'est un peu comme, c'est quoi, c'est combat de sumo, je crois, ou je sais plus quoi, où en fait on utilise le poids de son adversaire et à son avantage. Et ben là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va utiliser la puissance de la machine, etc., mais en le détournant et à son avantage. Et c'est ce qu'a fait Oslo, et comme beaucoup d'autres. Moi je trouve que justement le dernier exemple à Chic, on sait comment ça a été fait, et pourtant je veux dire, il y a énormément de personnalités, je trouve, dans ce film-là, comme d'autres, j'ai oublié le nom, mais qui ont été faits en flash, et je veux dire, on peut faire passer énormément d'émotions. Par rapport à ça, toujours, et pour évoquer justement le travers dans lequel et cette perte d'émotion quelque part qu'on peut avoir, je repense à une phrase de Jacques Kermabon qui est en train de discuter au fond de la classe. Passerez votre carnet s'il vous plaît après. Il y a quelques années, ici même, où il parlait d'espéranto numérique.
où justement il y avait, je crois que c'était peut-être la première ou la deuxième édition, je ne sais plus, on était jeunes à l'époque, et en fait il disait justement ce qu'on peut reprocher avec l'outil numérique aujourd'hui, au-delà de ces immenses capacités, c'était effectivement de voir que la pluie tombait tout le temps de la même manière, que les poils bougeaient tout le temps de la même manière, que l'eau dans un évier, enfin dans un lavabo s'évacuait tout le temps de la même manière, etc. etc. Et donc ça, c'était un danger justement sur cette forme de standardisation, on va dire, de l'image, quoi. Je retourne un peu dans mon rôle d'archiviste. Il faut savoir quand même que dans l'histoire du cinéma, les meilleures avancées, en général, et notamment celles de l'animation par exemple, ou des films à trucs, ont été faites avec le détournement d'un objet qui n'était pas fait pour. Ça rejoint un peu donc le cas d'Oslo qui ne s'est pas fait dominer par la machine. Pour emprunter des exemples, on va dire, communs et simples à tous, même si c'était une erreur heureuse, Méliès a découvert les trucs avec l'arrêt caméra. La caméra, normalement, au cinéma, surtout dans le principe même du cinéma des Frères Lumière, c'est reproduire donc une vision du réel avec un mouvement continu. Là, le fait que Méliès arrête sa caméra ou soit obligé par un problème technique d'arrêter sa caméra et de se rendre compte qu'en fait, il découvre pas, malgré lui, le truc par substitution, où en fait il reprend son même cadrage, donc le cours de son film, et il voit que des objets ont disparu entre-temps, en reprojetant le film. Bon, voilà. Cole, c'est pareil. Et les pionniers de l'animation en général, mais surtout Cole, avec le mouvement où en fait il va se dire, ben non, sur un outil qui est fait pour normalement capturer, enregistrer de manière continue des images, moi je vais enregistrer des images de manière discontinue. Là, c'est pareil. Donc c'est des choses, vous voyez, et je pense que peut-être que ce sont des choses, des notions encore que l'on doit effectivement encore garder en tête sur justement l'utilisation et même la perception que l'on a de ces outils numériques. Ce n'était pas une conclusion, donc voilà, ça appelle une autre réaction. Une intervention. Oui, bien sûr, Jean-Baptiste, les outils sont faits pour être détournés, c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est évident. Je voulais revenir un peu sur les débuts de ce que tu as dit, Georges. Sur la perte de matière, moi je me disais, ok, l'imprimante 3D, on perd, mais dans le béton, dans le ciment, dans le torchis, dans le pisé, et ça remonte à des millénaires, sauf erreur, tu as exactement le même type de processus. De même, je ne suis pas sûr que le tailleur de pierre de Notre-Dame, il arrive vraiment à retrouver toutes ces pierres, alors que je pense qu'un animateur, pour prendre aussi un gros machin, un animateur de Moi Moche et Méchant, je ne parle pas d'une petite main à la base sur les 800 qui ont travaillé dessus, mais un animateur qui a animé un personnage, il retrouve ses plans et il retrouve, enfin, au moins aussi bien que le tailleur de pierre de Notre-Dame. Et après, moi, je dirais... alors bien sûr, ce qui sera intéressant, c'est les exceptions, mais quand même un des trucs du numérique qui est intéressant pour l'animation, c'est que moi, il me semble qu'à terme, je ne sais plus, on disait il y a le cinéma et puis il y a une petite niche qui est le cinéma d'animation dans le cinéma. Je pense qu'à terme, ça va être le contraire, c'est-à-dire que tout le cinéma va devenir cinéma d'animation et il restera une petite niche de gens qui font encore de l'image en prise de vue réelle, sans truquer derrière, sans animer, mais ce sera marginal. Bon, je reprends la parole un instant. Je suis d'accord avec les remarques que Pierre vient de faire, mais une autre remarque sur le rapport au surréalisme. Je me disais, il y a un paradoxe intéressant, parce que tu as cité tout à l'heure, de manière assez succincte, Jan Schwankmajer, et son rapport à la trace et sa croyance dans la matérialité, dans la durabilité plus intense, plus longue de la matière par rapport à la fragilité, disons, du corps humain. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que ce sont les surréalistes eux-mêmes qui ont introduit une réflexion sur
la matière industrielle en tant qu'esthétique, hein, c'est-à-dire c'est l'aile de l'avion. Je trouve que justement cette fracture au sein du discours surréaliste mériterait un réexamen. Et peut-être que ça recoupe finalement la réflexion qui était en train de faire Pierre, en tout cas à un autre niveau. C'est-à-dire ça repose la question de la définition de ce que nous appelons cinéma d'animation. Il ne faut pas oublier que la terminologie cinéma d'animation, ça a été inventé, introduit dans le discours critique par André Martin, à peu près en 1953. Que c'est donc une construction. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse se débarrasser complètement de cette question uniquement aujourd'hui en parlant d'hybridation. Parce que l'hybridation dans le cinéma, elle est concomitante à sa naissance. Le cinéma, à l'origine, n'est pas pur, il naît impur, il naît hybride. Et le type d'hybridation auquel on a affaire aujourd'hui n'est pas simplement une addition du cinéma de prise de vue réelle et de techniques de cinéma d'animation, mais on le voit bien avec le débat sur lequel on est en train de déboucher par rapport à l'intrusion de l'image de synthèse, il est autre chose. Et cette autre chose attend une dénomination. Donc je pense qu'il est temps de fermer le débat sur l'opposition entre cinéma de prise de vue réelle et cinéma d'animation, mais de réfléchir à une dénomination des nouvelles formes que je n'ose même pas dire cinématographiques. Une autre intervention? Je sais qu'il y a des étudiants là, j'aimerais bien un peu les entendre. Alors, je suis d'accord sur le fait que parfois on ne comprend pas tellement comment sont faits, par quels moyens on arrive à un résultat avec les images de synthèse et une nouvelle technologie, mais c'est parce qu'on ne connaît pas encore très bien cet outil, c'est tout nouveau. Et moi, parfois, même des outils plus conventionnels, des matériaux, travailler à la gravure ou à je ne sais pas quoi, des fois, si je ne connais pas, simplement, je ne comprendrai pas non plus. Et ce n'est pas un outil qu'on connaît, c'est tout nouveau et on ne connaît pas, cette façon de faire dans toute son ampleur. Et c'est pour ça que certaines choses nous dépassent encore. Oui, ça n'empêche pas d'avoir de l'émotion quand même par rapport à ça. Non. Aussi. Est-ce que, je sais pas, une autre remarque? N'hésitez pas, lancez-vous. Ça peut être une contradiction dans la salle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas d'accord ou qui veut expliquer quelque chose qui a été dit avant de l'un ou de l'autre. N'hésitez pas d'intervenir, de vous bagarrer. Je voudrais ajouter quelque chose sur la question de l'échelle, de la standardisation, du formatage et aussi de l'opposition artisanat et industrielle. En fait, je pense qu'en France particulièrement, il y a une tradition de l'auteur-réalisateur et que sur certains films, l'équipe s'impose. Il faut être plusieurs. Et jusqu'à quelle taille on est encore des artisans. Et sur le cinéma de prise de vue réelle, c'est vrai qu'on a cette habitude d'avoir toute une équipe de techniciens qui vont fabriquer le film qui a été écrit, imaginé, qui est éclairé, etc. Donc à partir de quel moment on se trouve dans une situation d'industrie? Et nous, dans la réflexion qu'on mène, on s'est tourné vers les logiciels libres et la coopération, justement pour répondre à ce que moi j'estimais être une dérive. Donc avec le logiciel libre, on a accès à nouveau au code informatique. Donc on peut décider de transformer, d'adapter le logiciel s'il nous enferme dans des fonctionnalités qui ne nous conviennent pas. Et de la même façon, la coopération, la coopérative, est pour essayer de trouver comment travailler sur des projets ambitieux, en qualité et en taille aussi, sans basculer dans de l'industrie, sans organiser
les étapes de travail de manière linéaire et taylorisée. Voilà, donc c'est la question de l'échelle et des projets qui ne sont pas forcément aussi subjectifs et intimes que certains courts-métrages qui peuvent sortir entièrement d'une seule personne. Et comment on fait pour s'organiser en équipe? C'est quand même un travail très collectif, l'animation. Jean-Claude, il nous reste combien de temps? Il faudrait s'arrêter. Ah. Mais je pense qu'on peut prendre encore 5 minutes. D'accord. Je voudrais rebondir un peu sur la réflexion de Pascal et d'autres d'ailleurs aussi. J'ai l'impression que la question de l'outil finalement devient un petit peu secondaire. C'est ce qui définit le terme cinéma d'animation, c'est l'utilisation des outils. Et pourtant, on a une utilisation de la technique de l'animation qui est très répandue aujourd'hui dans tas de formes cinématographiques, audiovisuelles. On s'en fiche absolument éperdument. On n'y voit pas d'animation là-dedans. L'animation, c'est autre chose. C'est une... Je dis ça, mais c'est très approximatif. En tous les cas, ce qui, pour moi, représente l'intérêt de l'animation, c'est la démarche de se détacher, de réinterpréter la réalité, de créer une distance. Quand, effectivement, l'outil animation ne fait que reproduire la réalité, je note, effectivement, technique d'animation, mais finalement, on est dans autre chose. Donc, effectivement, le terme cinéma d'animation, à ce moment-là, n'a plus beaucoup de sens et ne définit plus grand-chose de très précis pour moi. Juste, je ne sais pas si Benoît, il est là. Ok, je sais, mais tout à l'heure, je vais donc vous transmettre un peu une réflexion de Benoît qu'on a eue tout à l'heure dans les repas. Il me disait que lui, il se connaissait, quand il l'apprenait de manière comme un rhizome, par une arborescence. Et il constatait avec les contacts avec les jeunes qu'eux, ils étaient plutôt dans une logique de mosaïque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'arborescence, structuration de connaissances, ou en tout cas beaucoup moins, mais eux, leurs références étaient plutôt des impressions, comme il a utilisé le terme mosaïque. Voilà, je voulais déposer un peu ce témoignage parce qu'il n'est pas là. Oui, Pascal. Je vais être très court parce que j'ai pris la parole trop, mais simplement sur ce que vient de dire Olivier. Ça me fait rebondir sur la réflexion, Georges, que tu as eue par rapport, pour essayer de définir, disons, la nature particulière du cinéma d'animation quand tu l'as comparé à la littérature. Ça m'a fait me souvenir d'un entretien avec André Lindon sur son premier long métrage, L'Enfant Invisible. Et il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'il m'avait dit, en fait, l'avantage, n'importe qui voudrait faire ce que je suis en train de faire parce que l'animation me donne la possibilité d'avoir un subjectif et non pas un objectif. Or, je remarque que, par exemple, Patrick Bokanowski aussi a parlé de subjectif, y compris dans sa matérialité, puisqu'il a construit des subjectifs pour travailler certaines de ses images. Et je pense donc que le cinéma d'animation, si on tente de le définir dans ce rapport au champ d'écriture, me semble relever plus de la poésie que de la littérature. Je pense que, et du coup, ça ouvre probablement un débat d'ailleurs sur la fin de la poésie, bon, qu'avait proclamé Baudelaire. Ma question était, je l'avais posée à un forum focal il y a quelques années, est-ce que le médium cinéma d'animation n'est pas celui qui vient après la poésie une fois qu'elle est morte? Je vous laisse conclure tous les deux. Oui, ben, vas-y. Mais on peut conclure que le débat est ouvert. Ouais, non, mais c'est surtout ça. Ça appellera peut-être une suite, justement. Mais... Donc, ça vous laissera comme ça le temps de
de réfléchir, de décanter. Merci d'avoir semé ces graines. Je crois qu'on n'a pas fini d'en parler.